Pierre d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier. Aujourd'hui, Guillaume Poitrinal, au micro de Pascal Bonnefille. Guillaume Poitrinal, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'associé fondateur de WO2 que tout le monde connaît. Vous êtes aussi le gérant d'ICAMAP Fonds Essentiel, puisque c'est lui qui apporte les sous dans cette belle maison. Et vous êtes un des acteurs majeurs et essentiels de l'immobilier, et notamment de l'immobilier durable en France. Alors, l'immobilier de demain, à l'occasion de ces 25 ans des Pierres d'Or, parce que on aurait pu parler des 25 ans passés, mais au fond, ce qui nous intéresse davantage, c'est plutôt l'avenir. Pour vous, l'immobilier demain, il sera ? Évidemment, l'immobilier, ça va être le manifeste de la civilisation décarbonée qui est devant nous. Nous avons toujours vécu avec une surabondance d'énergie, de carbone, sans faire attention aux matériaux, sans faire attention à la réutilisation des matériaux existants sur les sites qu'on venait occuper. Et je pense qu'en fait, le monde est en train d'évoluer et de changer complètement. Et le bas carbone, les individus, les entreprises vont vouloir le montrer. Et donc, on va demander à la ville de se parer des atours du bas carbone, du développement durable, de l'écologie. Et donc, on va voir une grande évolution. On est au début d'une très grande évolution de nos villes, de nos bureaux, de nos habitations, de nos centres de loisirs, de nos commerces aussi. Alors, cette évolution, certains disent même révolution, enfin moi je pense qu'on peut carrément parler de révolution. Comment vous, sur l'immobilier de bureau spécifiquement, qui est un peu notre idée, notre façon de voir sur les 25 ans des Pierres d'Or, comment vous l'imaginez, vous, cet immobilier de demain ? Donc, une fois encore, je pense qu'il y a deux choses qui se passent sur les bureaux, et il y a deux chocs, deux plaques tectoniques qui sont en train de bouger. Un, les usages. Le bureau, moi, toute ma vie, je me suis posé la question de comment est-ce qu'on pouvait mettre un maximum de postes de travail sur un minimum de mètres carrés. Donc, ça a été la logique du plan de Cœur Défense, ça a été la logique de beaucoup de choses, même Capital 8, etc. Donc, on commençait par aligner ces postes de travail comme des sardines dans une boîte de conserve. Je pense que cette époque-là, elle est totalement révolue. La question pour les entreprises aujourd'hui, elle est plus celle-là. La question pour les entreprises, c'est comment est-ce que je fais travailler ensemble, comment est-ce que je redonne envie de venir au bureau, comment est-ce que je recrée des contacts qui sont des contacts pas numériques, pas intermédiés par l'écran, des vrais contacts avec de la communication polysensorielle qui est tellement plus puissante. Évidemment que la communication à travers un écran en 2D, donc la communication en 3D, celle où on voit à la fois l'énergie, à la fois la déception, où on voit la réflexion, l'univers de l'émulation. L'univers de l'émulation, qu'est-ce que c'est que l'émulation ? C'est l'émulation, voir les autres, être dans une ambiance de travail, être dans une ambiance de partage. Une entreprise, c'est une aventure collective. Et donc, le grand challenge des entreprises, c'est attirer les talents et faire travailler les gens ensemble. Et donc, nous, il faut qu'on imagine de l'immobilier. Alors oui, comment l'immobilier peut-il... Eh bien, ça veut dire tout simplement d'abord faire un énorme effort pour se mettre à la place des collaborateurs, des directeurs, des équipes. Donc, c'est le design, c'est l'accueil, c'est l'architecture, ce sont des espaces communs hyper généreux, une démultiplication, parce que tout ça vient avec un grand envie de liberté. Liberté vis-à-vis de la hiérarchie, donc cet univers dans lequel on était une tour avec le patron tout en haut avec son ascenseur privé, et puis voilà, et des tout petits espaces communs, parce que dans une tour vous pouvez pas créer gros espaces communs, vous êtes coincé autour du noyau. Tout ça, je pense que c'est hier. Aujourd'hui, on va arriver dans des espaces, on saura pas si on est dans un hall de grand hôtel, si on est dans un salon privé. Voilà, on va inventer. On est en train d'inventer. Oui. À mon avis, une autre image du bureau, c'est celle qui est demandée par les jeunes, et c'est celle que les entreprises qui vont vouloir manifester ça. La deuxième plaque tectonique, c'est le bas carbone, c'est-à-dire comment est-ce que je montre à moi, entreprise tertiaire en général, là on parle du tertiaire. Une entreprise tertiaire, son bilan carbone, c'est son siège social. Comment est-ce que je montre que j'ai compris qu'il y avait un enjeu climatique ? Comment est-ce que je crée en fait un symbole physique de mon engagement
vers la civilisation décarbonée. Et donc, les immeubles sièges de demain sont des immeubles à très faible empreinte carbone. Ça veut dire une réflexion sur le matériau de gros œuvre, ça veut dire une réflexion sur le matériau de second œuvre, la géothermie pour faire l'énergie comme on le fait à l'arboretum, du bois, bien sûr, des matériaux biosourcés partout, un autre rapport à la nature, donc des îlots de fraîcheur par opposition à des îlots de chaleur. Vous savez que la ville minérale, c'est un îlot de chaleur qui résiste très très mal à la canicule. Donc oui, beaucoup de terres végétales, beaucoup de végétaux, des arbres, et c'est pas pour rien qu'on a mis un arboretum au milieu de l'arboretum. Donc une petite rivière qui va au milieu avec un verger, un potager, etc. Donc je pense que il faut penser à cela. Un siège social, c'est un manifeste. Ça veut dire quelque chose. Une tour veut dire quelque chose. Un immeuble haussmannien veut dire quelque chose. On est ici à la Tour Montparnasse. Quand on a construit la Tour, on a voulu dire quelque chose. C'est un symbole. Et je pense que demain, les entreprises vont rechercher ces manifestes d'écologie, de développement durable et d'économie de matière et de carbone surtout. Alors, donnons quelques exemples justement des immeubles qui, selon vous, ont été très marquants dans les toutes dernières années et puis qui vont l'être dans les années à venir. Commençons par ceux qui vous ont marqué dans les années précédentes. J'ai un petit chouchou, c'est la tour Trinity, parce que c'est la dernière, parce qu'elle était très compliquée à faire, parce que c'est un non foncier, donc voilà. Et puis parce que pour la première fois, on a vraiment aéré une tour, quoi. Donc que ce soit c'est quand même une autre manière de la concevoir. Voilà. Et je suis content que elle connaisse un succès locatif, puisqu'ils sont en train de louer les dernières surfaces à d'ailleurs des niveaux de loyer qui étaient inattendus, très honnêtement. Donc bravo Unibail, bravo les équipes, c'est formidable. Donc moi j'ai un petit coup de cœur pour cette tour, même si elle n'est pas bas carbone, etc. Après, je peux pas ne pas vous parler de nos produits. Bien sûr. Donc de l'arboretum, 126 000 m2, qui est sur le RER de Nanterre Université, donc vraiment à un quart d'heure de l'Étoile, 3-4 minutes plus loin que les tours de la Défense par rapport à l'Étoile, parce qu'on sort tout de suite du RER, et sur un site qui était très très fatigué à l'origine, quand même. Oui, c'était un site industriel. Oui, c'est ça, industriel. Il y avait une papeterie. Voilà. Et là, on a créé 7 hectares de parc et des immeubles qui sont tout ouverts avec beaucoup de dedans-dehors. Donc vous pouvez, pour chaque poste de travail, vous avez un poste de travail dehors. Donc vous pouvez travailler dehors, sur les terrasses, dans le parc. Vous avez un immense club de sport de 2000 m2, ce qui est le plus grand jamais réalisé, je pense, en Europe, dans un complexe de bureaux. Vous avez un immense, ce qu'on appelle le centre de la connaissance, un immense centre de conférences qui est animé par Comet. Un meeting qui fait aussi 2000 m2. Et là, on est vraiment dans l'époque d'après. Peut-être même, parfois, on me dit, c'est un peu trop en avance. Alors, il vaut mieux être en avance que très en retard. C'est un peu trop en avance, mais il y a des entreprises qui ont envie d'être en avance. Et là, réellement, c'est le site pour faire revenir les collaborateurs du télétravail, parce que ça sera beaucoup plus sympathique que chez soi. Voilà. Donc, et en plus, on fait fonctionner tout ça avec 10 puits de géothermie, ce qui fait qu'on a 80% d'économie sur la facture d'électricité. Alors, au début, tout le monde rigolait en disant, bon, ça compte, c'est 10, 15 euros du mètre carré. Est-ce que c'est si important? Actuellement, c'est un petit peu plus. Notre retour sur investissement, c'était 15 ans ou 20 ans. On me disait, mais t'es complètement fou, on aura vendu d'ici là. Enfin, bref, j'ai tout entendu. Bon, au prix de l'électricité d'il y a 6 mois, le retour sur investissement, c'était 3 ans. Plus rapide. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça fait quand même 40, 50, 60 euros d'économie de charge pour nos locataires. Donc, c'est pas négligeable. En plus, on est en code du travail et non pas en immeuble de grande hauteur. Donc, non, du point de vue de l'équation économique, ça fonctionne bien. Du point de vue de l'équation écologique, c'est évidemment construit en bois, donc avec ce matériau bas carbone qui est stockeur de carbone au lieu d'être émetteur de carbone. Donc, on a une facture carbone, une empreinte carbone, évidemment parmi les meilleures du monde, divisé par plus de 2, on a une facture d'électricité divisée par 3. Donc à la fin, ça fait en effet un univers qui est très différent sur le point de vue écologique et du point de vue des usages. Et sur ce bâtiment bas carbone, on a un souvenir commun, puisque nous avons été il y a quelques années dans un salon qui était consacré au bois à Nancy, je ne sais pas si vous en souvenez, et on avait vu assez peu de succès, parce que vous étiez des grands professionnels de l'immobilier que vous avez amenés, il y avait Thierry Laroupon, il y avait quelques autres très grands du secteur, et les professionnels du bois n'étaient pas venus.
On sentait bien que c'était deux mondes qui étaient totalement disjoints, qui ne se connaissaient pas, qui avaient peut-être peur de se connaître, je ne sais pas. Et là, le même salon, désormais, vous y étiez, il y avait tout le monde, il y avait bien sûr, et il y avait deux ministres, dont celui de l'agriculture. Exact. Déjà à l'époque, d'ailleurs, on avait parlé avec BNP. BNP est associé dans l'arboretum, il était dès l'origine avec nous. Partenaire formidable. Là où vous avez totalement raison, c'est que en France, on a des forêts magnifiques. On a la deuxième forêt assez sous-exploitée, mais magnifique. Elles sont là. On a le réservoir. Et avec la partie, si vous voulez, de la croissance de la forêt qu'on ne récolte jamais, on pourrait faire 10 fois la production immobilière résidentielle française annuelle. 10 fois. Avec la seule partie qu'on ne récolte pas. Je ne parle pas de remplacer des usages. Hein. Je n'aurai pas de dire on fait plus des palettes, on fait plus de bois énergie et on se consacre à faire des matériaux de gros œuvre. Non. Avec la partie qu'on récolte pas, on peut le faire 10 fois. Avec 50 millions de mètres cubes, on pourrait faire 10 fois. Et ça, c'est juste la croissance sur pied. Donc, à périmètre constant, c'est comme le champ de blé qui pousse. C'est ça, c'est notre croissance. Donc, non, le réservoir forestier, il est là, d'un côté. Main gauche. Main droite, il se trouve que nous avons les promoteurs du monde les plus avancés dans l'immobilier bas carbone. Il faut le dire. Ça a été une conjoncture, une association BBCA qui est née, avec Jean-Michel Villemotte, avec Nexity, Gessina, BNP, nous, avec Philippe Zivkovic. On s'est tous mis autour de la table. Jean-Paul Viguier, Denis Vallode, et tout le monde Bernard Mounier de Bouygues, et tout le monde s'est mis à bosser sur le sujet. L'a fait tellement sérieusement qu'on a sorti avec le CSTB un label BBCA, qui est la première mesure au monde de l'empreinte carbone du bâtiment sur son cycle de vie. Donc, pas simplement les consommations à raison d'utiliser l'immeuble, mais son cycle de production, consommation et la fin de vie avec le recyclage. Première fois dans le monde. Et puis, il y a eu Julien de Normandie qui s'est dit la RT 2012 qui calcule du logement qui ne calcule et qui se limite à calculer le kilowattheure au mètre carré, c'est insuffisant. Il faut calculer le CO2 au mètre carré. Il avait évidemment raison parce qu'un kilowattheure, il peut être décarboné ou il peut être au contraire full carbone. Et c'est pas tout à fait la même chose pour la planète. Et donc il a créé et mis en place la RE 2020 qui en fait est un clone du label BBCA pour une très très grande partie, ce qui n'empêche pas le label BBCA de continuer de progresser et de s'améliorer. Mais voilà. Et donc du coup, tous les promoteurs se sont mis à jouer le jeu et ils l'ont fait, ils ont eu raison. Donc que ce soit Nexity, une fois encore, Bouygues, BNP, tout le monde s'est mis à produire des immeubles bas carbone qui sont très largement des immeubles, mais pas seulement, mais très largement des immeubles biosourcés. Donc on utilise des produits naturels issus de la photosynthèse et donc avec une empreinte carbone inversée, qui généralement en plus sont des produits qui sont recyclables en fin de vie parce que le bois est éternellement recyclable, alors que le béton c'est plus difficile. Donc on a d'un côté, et puis au milieu, il nous manque l'industrie. Alors, c'est en train de venir. C'est peut-être la bonne nouvelle. Donc, Pifto fait du bois lamellé collé contre croisé en Vendée. Et puis là, j'entends parler de 2 ou 3 projets très sérieux d'importance pour fournir ces matériaux de gros œuvre. Donc, ces grands voiles de bois lamellé collé contre croisé qui constituent la grande innovation qui permettent de remplacer les voiles de béton armé, les éléments de plancher porteurs, etc. Et donc de faire véritablement la structure du bâtiment, une structure du bâtiment qui n'est pas limitée à 2 ou 3 étages comme on l'était quand on faisait de l'ossature bois. Donc là, avec cette technique-là, on fait la ville. On peut faire des immeubles de 50 mètres de haut. Woodeum l'a fait avec Julien Pemzec à Bordeaux d'abord, et puis à Lyon aujourd'hui. Donc, on est capable aujourd'hui de construire la ville avec ce magnifique matériau qui est très solide, très costaud, qui est facile à manipuler, facile à monter, qui nous permet d'avoir des chantiers 2 fois plus rapides, sans poussière, avec 6 fois moins de camions, et à la fin moins de bruit. À la fin, un bilan carbone qui est inégalé. Alors ça, c'est donc une très bonne nouvelle. Et donc, au fond, pour conclure cet entretien, on pourrait se poser des questions sur, dans un contexte un peu morose, soyez honnête, les raisons d'être optimiste. Alors vous venez d'en citer une, puisque là, on est sur, je pense, de vraies raisons d'être optimiste. Y en a-t-il d'autres ? Alors moi, je pense qu'on est dans une révolution schumpeterienne. C'est pour ça que je ne crois pas à la décroissance.
D'abord, je crois que la décroissance serait un chemin extrêmement périlleux parce que la pauvreté, franchement, il n'y a rien de pire pour la nature. Si on parle de... Vous savez, il y a 5 millions d'hectares qui sont déforestés chaque année dans la forêt tropicale. C'est uniquement à cause de la pauvreté. C'est parce que les gens vont se servir pour des besoins ménagers, pour étendre de l'agriculture, etc. C'est la pauvreté, il n'y a rien de pire. Les fameux fleuves qui charrient les sacs plastiques dans les océans, ce sont des fleuves qui passent à travers des pays pauvres, tout simplement parce que quand on ne sait pas ce qu'on va manger le soir, ou quand on ne sait pas comment soigner sa rage de dents, la question de savoir si oui ou non le sac plastique va finir dans le fleuve n'est pas une question. Donc, il n'y a pas pire pour la nature que la décroissance. Et je pense même que ce passage, en fait, auquel on est à la civilisation du sans carbone ou du décarboné, je pense que ce passage peut même, compte tenu de l'importance des investissements à réaliser, ce passage peut être un moment de croissance économique. Et c'est là où je diffère un petit peu dans mes réflexions de Jean-Marc Jancovici ou de Carbone 4, qui pourtant, Dieu sait qu'on a travaillé ensemble sur les questions d'empreinte carbone et de reconnaissance du bâtiment bas carbone. Mais là, je diffère un tout petit peu parce que Jean-Marc Jancovici ne voit que l'aspect consommation en disant finalement, si je retire non pas la prise électrique, mais le tuyau de pétrole de notre économie, finalement, il y a beaucoup de choses qui vont valoir beaucoup plus cher, et puis on va tomber dans une dépression économique parce que la consommation va s'effondrer. Parce que la consommation est très, très, très sponsorisée par la disponibilité quasi gratuite de tous ces hydrocarbures et du charbon, pour faire court. Moi, je pense que, en fait, on va avoir un relais de moteurs d'investissement, de moteurs économiques à travers l'investissement. C'est-à-dire que toutes les grandes entreprises, et Dieu sait qu'elles sont à l'œuvre, vont devoir investir des centaines de milliards d'euros pour décarboner leur processus, pour décarboner leurs produits. Et l'immobilier français a pris de l'avance de ce point de vue-là. Il faut le reconnaître. Sur d'autres industries, soyez honnête. Sur beaucoup d'autres industries. Oui. Et comment on était en retard. Oui. Parce qu'on était accroché à notre kilowattheure au mètre carré, à notre bâtiment basse consommation, à énergie positive, etc. Et en passant, en fait, au CO2 au mètre carré sur le cycle de vie, on a pris une avance considérable. Et donc, cette avance, sur quoi est-ce qu'elle est basée ? Elle est basée sur l'étiquetage. L'étiquetage, c'est-à-dire, en fait, le calcul élément par élément, de l'empreinte carbone de chaque matériau qui arrive sur le chantier. Il n'y a pas un matériau qui arrive sur un chantier de WO2 qui n'est pas étiqueté, qui n'a pas son gramme de carbone et mesuré lui-même sur son cycle de vie. Et c'est ça qui nous permet de mesurer le cycle de vie de l'immeuble. Eh bien, moi, je dis que ce que nous avons fait, nous, acteurs de l'immobilier, et c'est ça qui me rend optimiste, on peut le faire pour tous les produits et tous les services que nous consommons. Et donc, je plaide pour le double étiquetage. J'estime comme que le dans un hypermarché, d'un côté. voilà, mais juste, mais simple. Oui. Pas un truc compliqué qui nous fait mal à la tête parce qu'il y a 12 critères, 14 critères, 25 critères. Ça marchera jamais. Non, un critère très simple. Je veux savoir quel est le kilogramme de CO2 qui est lié à l'entrecôte. Je veux pouvoir faire la différence entre une tongue fabriquée avec du pétrole saoudien et fondue avec du charbon chinois et distribuée au Sable d'Olonne, d'accord ? Et je veux pouvoir faire la différence en empreinte carbone par rapport à une espadrille fabriquée avec du lin et du chanvre en Vendée, avec de l'énergie nucléaire. Donc, excusez-moi, mais je n'ai pas fait le calcul, mais je pense que, l'empreinte carbone doit être de 1 à 100. Oui. Est-ce que ça justifie, est-ce que le consommateur français est prêt à mettre 1 ou 2 euros de plus ou 3 euros de plus pour avoir un produit bas carbone? Moi, je fais le pari que oui. Et donc, et c'est pareil pour l'automobile, c'est pareil pour tout. Donc, il faut étiqueter. Notre vie doit être maintenant mesurée en empreinte carbone. Le réchauffement climatique, c'est pas une blague. La menace, elle est là. Elle est considérable. Elle est très au-dessus de tous les autres. Et je vais choquer tout le monde, y compris de la question de la biodiversité, tout simplement parce que la principale menace à la biodiversité, c'est le réchauffement climatique. Donc, si vous traitez pas le réchauffement climatique, c'est pas la peine de courir après la biodiversité. De toute façon, il y aura d'énormes sujets de biodiversité. Donc, le sujet au-dessus de tous les autres, c'est le réchauffement climatique. Réchauffement climatique, ce sont des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est le calcul du CO2 et des équivalents de CO2. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse tous les jours dans notre vie quotidienne. Et ça va faire que les L'Oréal, les Danone de ce monde
les Stellantis, etc., eh bien, ils vont faire très attention à l'énergie grise, ce qu'on appelle l'énergie grise, donc tout simplement au profil d'empreinte carbone de leurs produits. Et on va commencer à avoir des emballages qui sont pas issus de plastique, mais qui sont issus de matériaux issus de la nature. Donc on aura de l'amidon à la place de truc. On va avoir, nous, du lin et du chanvre pour se vêtir. Oui, c'est d'ailleurs très agréable, le lin. Bien sûr, au lieu d'avoir des produits synthétiques. Et puis, peut-être qu'on partira moins loin. On va favoriser le train par rapport à d'autres modes de déplacement. Voilà le monde de demain qui nous attend. Mais je pense que c'est un monde qu'on peut atteindre. Et au fond qui peut être très agréable, parce que c'est ça aussi, si c'était un monde terrible, on serait plutôt pessimiste, mais là on peut être optimiste sur ce monde. Et vous voyez, ce n'est pas un monde de renoncement. Non, j'ai bien compris. Ce n'est pas un monde de sacrifice. Quelque chose, c'est un monde de plus positif et positif pour tous d'ailleurs. C'est ça. Absolument. Qui peut être le but. Pour conclure, Guillaume Poitrinal, on va se retrouver le 22 juin, aux 25 ans des Pierres d'Or. Pourquoi faut-il y être ? Parce que, d'abord, c'est le rendez-vous de la profession. Parce qu'on y découvre des gens très sympathiques, évidemment. Parce qu'on y découvre les produits des autres dont on apprend. Donc, on apprend toujours de la concurrence. On apprend toujours des autres. Et puis, parce que c'est devenu un rendez-vous, je pense, incontournable de la profession. Moi, j'y ai noué beaucoup de contacts. Ça a toujours été un moment important. Donc il faut pas rater ce moment-là. Voilà. Si vous êtes passionné d'immobilier, l'immobilier est passionnant. Je déjeunais avec les jeunes tout à l'heure là de la maison. Je leur disais l'immobilier c'est formidable parce qu'il y a tout dans l'immobilier. Depuis les côtés artistiques avec les architectes, il y a des côtés d'urbanisme, il y a la question de la sociologie, de l'évolution des sociétés, questions financières, les questions juridiques. Dieu sait qu'avec la complexité administrative, on est gâté sur le juridique. Oui. Donc en France, voilà. Donc, et tout ça, c'est quoi ? C'est juste de l'intelligence, en fait. Hein. C'est du talent requis. Donc, c'est quelque part du progrès. Et je pense que les promoteurs français, ils peuvent être fiers du progrès qui a été réalisé. Les Pierres d'Or ne sont pas étrangers à ce progrès. En tout cas, on sera très heureux de vous retrouver le 22 juin prochain. Guillaume Poitrinal, merci. Merci beaucoup. Pierres d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier.